Bienvenue une fois de plus à ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous abordons le thème numéro 22, une étape essentielle de ce parcours. Nous allons parler de la méditation. Comme vous le savez, ce cours est conçu pour vous donner les outils nécessaires afin d'éveiller votre conscience et apprendre à vraiment vous connaître. Et pour cela, la méditation est absolument fondamentale. Grâce à la méditation, nous pouvons commencer à comprendre, et à guérir, les éléments négatifs qui façonnent notre psychologie. Nous pouvons travailler sur les traumatismes, les phobies et tous les aspects nuisibles de notre monde intérieur, ce qui rend possible un véritable changement transformateur en nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons donc examiner de plus près quelques questions essentielles. Qu'est-ce que la méditation exactement? Et à quoi sert-elle? Nous allons explorer les différents types de méditation qui existent, et surtout, lesquels peuvent réellement nous conduire à une transformation profonde, durable et radicale. Nous passerons également en revue les étapes pratiques nécessaires pour effectuer une méditation correcte. Commençons par nous rappeler quelque chose d'essentiel. La seule chose importante, c'est le changement radical, total et définitif, le reste, franchement, n'a pas la moindre importance. Mais en réalité, nous essayons souvent de résoudre nos problèmes en changeant ce qui est à l'extérieur. Nous changeons de travail, de partenaire, nous déménageons, parfois même dans d'autres pays, et pourtant, nous nous retrouvons hantés par les mêmes problèmes. Nous finissons par répéter les mêmes situations douloureuses, encore et encore. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris qu'aussi nombreux que soient les changements extérieurs, la véritable cause de nos problèmes se trouve en nous, dans nos traits psychologiques négatifs. Ce sont ces schémas inconscients, et ces façons d'être nuisibles, qui continuent d'attirer les mêmes difficultés dans notre vie. Donc, si nous voulons vraiment un changement réel, nous devons apprendre à méditer. Car ceux qui ne savent pas méditer, ceux qui vivent à la surface d'eux-mêmes, incapables d'observer et d'étudier leur monde intérieur, ne pourront jamais dissoudre l'ego. Ils resteront comme du bois flottant, impuissants dans la mer agitée de la vie. Ils continueront à réagir violemment dans des situations violentes. À répondre avec faiblesse, tristesse ou désespoir face à l'adversité. À agir avec avidité, luxure, paresse, selon les circonstances, sans jamais vraiment atteindre la maîtrise de soi. C'est pourquoi nous devons être sérieux. Il nous faut dépasser toutes ces formes superficielles de méditation, celles qui sont populaires partout, mais qui ne mènent à aucune transformation réelle. Au lieu de cela, nous devons nous concentrer sur une forme de méditation qui nous aide réellement à changer, en profondeur, et en pleine conscience. Mais prenons un instant pour nous poser cette question. Qu'est-ce que la méditation? La méditation est le chemin qui nous permet de nous connecter, à travers le silence intérieur, avec la partie divine en nous. En ce sens, elle est la porte d'entrée vers la véritable sagesse. On dit souvent que la méditation est le pain des sages, car dans les mondes intérieurs, le pain symbolise la sagesse, et c'est par la méditation que nous acquérons une sagesse réelle sur nous-mêmes et sur l'univers. Dans une méditation profonde, nous pouvons atteindre les causes profondes de nos peurs, de nos conditionnements, et de nos façons erronées de penser et d'agir. Et en voyant clairement ces racines, nous pouvons commencer à les arracher, libérant ainsi la conscience emprisonnée, et retrouvant la sagesse qui se cachait en nous. Ainsi, le type de méditation qui nous aide vraiment est celui qui conduit à un vrai changement, celui qui nous transforme de l'intérieur. À présent, il est important de comprendre qu'il existe différents types de méditation, et il nous faut examiner cela de plus près. Il existe des méditations pseudo-ésotériques. Celles-ci sont très répandues et existent sous de nombreuses formes et techniques. Elles peuvent consister à se concentrer sur un son, à observer quelque chose à l'intérieur de soi, ou simplement à fixer son attention pour atteindre un état de calme. Ces méditations sont souvent agréables, elles nous aident à nous détendre, à ressentir la paix, à relâcher les tensions. Mais en réalité, elles ne produisent aucun changement véritable. Elles ne nous aident pas à comprendre ni à éliminer les erreurs psychologiques que nous portons en nous. Ainsi, au moment où nous faisons face à une difficulté, à quelque chose qui déclenche l'ego, cet état de calme et de détente disparaît. Pourquoi? Parce que rien en nous n'a réellement changé. Ces types de méditation, bien qu'ils soient populaires, sont en fin de compte sans conséquence. Ils ne nous transforment pas,
Et si ce que nous cherchons est un progrès intérieur authentique, alors nous devons aller au-delà et prendre la méditation au sérieux. D'un autre côté, il existe les méditations transcendantes. Ce sont des méditations orientées vers un véritable basculement intérieur, une transformation réelle de l'individu. Dans ce cours, nous allons apprendre 2 formes de méditation transcendante. Aujourd'hui, nous allons découvrir les étapes pour pratiquer l'une d'entre elles, une méditation qui nous aide à plonger dans notre propre psychologie et à initier un changement intérieur radical. Plus tard, dans la leçon numéro 36, nous présenterons une seconde pratique transcendante, une méditation extraordinaire qui nous permettra d'accéder aux 6e et 7e dimensions de la nature et de faire l'expérience directe de la grande réalité. La méditation sur laquelle nous allons nous concentrer aujourd'hui est conçue pour nous aider à chercher en nous-mêmes, à découvrir les causes profondes de notre souffrance, de nos réactions négatives, de nos attitudes nuisibles. Et en reconnaissant ces causes et en travaillant à les éliminer, nous commençons à libérer l'essence, la vertu, qui était prisonnière de ses défauts psychologiques. À chaque séance de méditation, nous produirons une petite transformation en nous-mêmes. Ainsi, lorsque plus tard nous nous retrouverons dans des situations similaires à celles qui déclenchaient nos pires réactions, nous pourrons y répondre en conscience, parce que nous aurons déjà travaillé la racine de ces réactions à travers la méditation. Alors, quelle sera exactement la matière première de notre méditation? La matière première sur laquelle nous allons travailler est composée des expériences et des situations que nous avons vécues, qu'elles soient agréables ou désagréables. En réalité, plus l'expérience est intense ou chargée émotionnellement, plus elle devient précieuse pour notre travail intérieur. Pourquoi? Parce que tout ce qui nous arrive, chaque situation, a une fonction, révéler les défauts psychologiques que nous devons affronter et transformer. Autrement, ces défauts resteraient cachés, enfouis au plus profond de nous. Nous allons réfléchir aux réactions et aux comportements qui sont apparus dans ces moments, surtout dans les moments difficiles. Nous allons étudier la haine, la colère, le ressentiment, la douleur, la souffrance, l'orgueil blessé, la jalousie, les pensées suicidaires, la peur, tout. Et surtout, nous porterons une attention particulière aux situations où les tendances lubriques sont apparues, afin de pouvoir les comprendre et travailler à développer la vertu si nécessaire de la chasteté. Il est courant que nous résistions ou que nous nous plaignions face aux expériences désagréables. Mais cela se produit parce que nous n'avons pas encore appris à voir la valeur cachée dans ces événements. Grâce à la méditation, nous allons découvrir comment en extraire les éléments essentiels dont nous avons besoin pour une véritable croissance intérieure et un développement de soi. Lorsque nous commençons à réellement apprécier la méditation, lorsque nous commençons à tirer de la sagesse des situations que nous vivons chaque jour, quelque chose de beau se produit. Nous commençons à faire l'expérience de ce qu'on appelle le « goût du travail ». À ce moment-là, nous ressentons naturellement le besoin de prendre du temps chaque jour pour réfléchir, mourir consciemment à nos défauts et nous engager dans nos pratiques intérieures. Cela cesse d'être une obligation et devient un besoin profond intérieur. Petit à petit, nous perdons l'intérêt pour le « goût de la vie », c'est-à-dire la manière dont nous vivons habituellement, identifiés à tout ce qui nous arrive, réagissant automatiquement, fascinés par les choses extérieures, sans jamais aller en profondeur. À travers une méditation profonde sur une situation particulière, qu'elle soit agréable ou désagréable, nous pouvons commencer à goûter, à faire l'expérience des résultats de ce travail en nous-mêmes. Et ici, il est essentiel de faire une distinction psychologique claire entre le goût du travail et le goût de la vie. Pour faire l'expérience véritable du goût du travail, il faut une transformation complète de notre manière habituelle de percevoir et de nous relier aux circonstances de la vie. Tant que nous restons identifiés aux événements que nous vivons, nous ne pourrons tout simplement pas en extraire les leçons intérieures qu'ils contiennent. L'identification obscurcit notre perception. Elle empêche de voir clairement un événement et nous empêche de l'utiliser pour l'autodécouverte et la croissance de notre conscience. Quand nous nous identifions à un événement, nous devenons émotionnellement pris au piège. Nous perdons la capacité d'observer, d'apprendre, et au lieu de cela, nous réagissons simplement. Et chaque fois que nous retombons dans cette identification, chaque fois que nous perdons notre garde intérieure, nous replongeons dans le goût de la vie. Cela signifie que la posture intérieure que nous avions travaillé à inverser est revenue à son état ordinaire, automatique, réactif, inconscient.
Nous apprenons à cesser de nous identifier à cette vie qui, en vérité, n'est rien d'autre qu'une roue mécanique qui continue de tourner, encore et encore, remplie de circonstances agréables et désagréables qui se répètent sans cesse. Il est important de comprendre que nous ne pouvons pas arrêter cette roue. La vie continuera à se dérouler comme à son habitude, avec tous ses schémas et situations récurrents. Mais ce qui peut changer, c'est notre attitude intérieure. Au fur et à mesure que nous observons, étudions, et commençons à comprendre les détails qui composent chacun de nos défauts psychologiques, et que nous travaillons à les éliminer, notre manière de réagir à la vie va se transformer. Progressivement, les circonstances de la vie ne nous affecteront plus comme avant. Et lorsque nous ne vibrerons plus avec un lieu, une situation, ou une personne, les changements commenceront à se manifester naturellement à l'extérieur. Nous commencerons à voir une véritable transformation positive dans notre monde extérieur, car tel est l'intérieur, tel est l'extérieur. Il y a un point important que nous devons considérer si nous voulons tirer le meilleur parti de la méditation, c'est de surmonter notre habitude profondément enracinée de blâmer les autres pour nos réactions négatives et nos états intérieurs. La vérité, c'est que nous sommes responsables des situations désagréables de notre vie. Ce sont nos propres manières négatives d'être qui attirent et créent ces circonstances. Nous devons également prendre conscience d'une chose essentielle. Nous ne pouvons pas changer les autres. La seule personne que nous pouvons réellement transformer, c'est nous-mêmes. Alors, au lieu de blâmer, juger, critiquer ou accuser les autres, il est bien plus précieux de nous tourner vers l'intérieur, de nous juger avec honnêteté et rigueur, et de travailler à une véritable transformation intérieure. En même temps, nous devons cultiver l'humilité et celle qui nous permet de nous mettre à la place de l'autre, de comprendre son point de vue, et de pardonner. Alors maintenant, voyons les étapes pour pratiquer la méditation réflexive. La première étape consiste à trouver un endroit calme et paisible, où vous pouvez vous concentrer sans distraction. La deuxième étape est d'harmoniser ce lieu, en le purifiant de toute énergie négative. Pour cela, nous chantons la conjuration de Bélilin, afin de purifier l'atmosphère, puis nous scellons énergétiquement l'espace en traçant le cercle magique de protection. Cela empêche les énergies indésirables de revenir. Ces conjurations de protection ont été enseignées dans la conférence numéro 7, et il est important de les appliquer avant de commencer votre pratique. La troisième étape est de demander de l'aide à la partie supérieure de votre conscience, à votre être intérieur. Demandez à recevoir des conseils durant la méditation. Demandez à ce qu'on vous montre les défauts psychologiques qui étaient présents dans la scène sur laquelle vous allez réfléchir, et à recevoir la compréhension nécessaire pour les voir clairement afin de commencer le processus de leur élimination et de la libération de votre conscience emprisonnée. L'étape suivante est un processus de relaxation brève pour nous aider à entrer dans un état d'harmonie intérieure. Nous allons nous concentrer sur la relaxation de nos émotions, de notre mental et de notre corps physique. Pour détendre le centre émotionnel, commencez par respirer profondément pendant quelques minutes, en inspirant lentement par le nez et en expirant doucement par la bouche. Cela aide à calmer le cœur et à apporter un équilibre émotionnel. Pour apaiser le mental, portez votre attention sur les sons qui vous entourent. Ne vous identifiez pas à eux, observez simplement. Écoutez un son, puis laissez-le passer, et portez votre attention sur un autre. Continuez ainsi, en tendant l'oreille vers des sons de plus en plus lointains, en écoutant, puis en les laissant s'en aller. Vous remarquerez que le mental commence peu à peu à se calmer. Ensuite, passez à la détente du corps physique. Visualisez une lumière rayonnante qui entre par le gros orteil de votre pied droit. Laissez cette lumière se déplacer lentement à travers votre corps, en relaxant chaque partie au fur et à mesure qu'elle avance vers le haut. Au passage de cette lumière, donnez un ordre mental à chaque zone de se détendre. Parcourez ainsi tout le corps, 3 fois si nécessaire, jusqu'à ce que vous vous sentiez profondément détendu et en paix. Une fois que nous avons atteint un état de relaxation, d'harmonie et de concentration, nous passons au cœur de la méditation. Nous commençons par reconstruire mentalement une scène spécifique de notre journée, ou de n'importe quel moment de notre vie, que nous avons choisi de travailler. Cela peut être un moment de colère, de violence, de luxure, de jalousie, d'orgueil, de peur, toute situation dans laquelle une manière d'être particulière s'est manifestée, et que nous voulons désormais comprendre,
et éliminer de notre intérieur. Notre objectif est de rappeler cette scène de la manière la plus vivante et précise possible, en prêtant une attention particulière à ce que nous avons pensé, ressenti et fait à ce moment-là. Reconstruire une scène de cette manière nous permet d'observer directement les différents « moi », les différents éléments psychologiques qui étaient actifs et participaient à l'événement. Il existe aussi un mantra qui peut nous aider à nous souvenir plus clairement des détails. Ce mantra est Raum Gaum Raum Gaum. Nous le chantons mentalement, plusieurs fois, en nous concentrant sur la reconstruction de la scène dans notre imagination, en faisant de notre mieux pour la rendre aussi complète et vivante que possible. Alors que nous visualisons la scène, nous commençons à observer tout ce qui s'est manifesté en nous, nos pensées, nos émotions, et les désirs que nous avons ressentis à ce moment-là. Nous prêtons attention à chaque réaction physique que nous avons eue, à chaque mot que nous avons prononcé, ainsi qu'aux mobiles profonds, intérieurs, qui ont déclenché chacune de nos réponses. Nous notons également ce que nous avons imaginé pendant cette scène. En résumé, nous observons tout ce qui s'est exprimé en nous, de manière claire et détaillée, mais sans nous identifier à rien de tout cela. Pour bien le faire, il est essentiel de nous diviser en deux parties, l'observateur et l'observé. L'observateur, c'est notre conscience éveillée, qui regarde de l'extérieur, comme si la scène était un film qui se déroule devant nous. L'observé, c'est tout ce qui s'est manifesté en nous pendant cette scène, les différents « moi » ou défauts psychologiques. Lorsque nous rappelons la scène, d'anciennes émotions, sensations et pensées peuvent ressurgir. Nous devons rester en alerte et ne pas nous laisser happer par elles. Si nous nous identifions à ces ressentis, nous finissons par nourrir l'ego au lieu de le dissoudre. Par exemple, si nous méditons sur un moment de colère et que nous nous identifions à cette colère, nous risquons de commencer à nous sentir à nouveau en colère. Si nous analysons une scène liée à la luxure, et que nous nous laissons entraîner par elle, nous pouvons ressentir une excitation sexuelle. Et dans ce cas, nous avons perdu le fil de la méditation, nous ne travaillons plus sur l'ego, nous sommes en train de le renforcer. Nous passons maintenant en revue toute la scène, du début à la fin, en observant attentivement chaque détail de l'ego qui s'est exprimé en nous à ce moment-là. Pendant cet exercice, nous devons nous juger sans pitié, avec une honnêteté totale. Aucune justification. Aucune excuse. Aucun passage ignoré sous prétexte qu'il est inconfortable. Uniquement un désir sincère de mettre à nu l'ego et de l'éliminer. Nous pouvons revoir la scène autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que nous ayons pleinement observé et compris tous les éléments psychologiques qui s'y sont manifestés. Et comme mentionné précédemment, nous devons faire très attention à ne pas tomber dans le piège habituel qui consiste à blâmer les autres pour nos réactions. Tout ce qui s'est manifesté en nous s'est manifesté parce que ces défauts psychologiques vivent encore en nous. C'est cela, la clé. Le but de ce travail est d'observer les défauts qui sont apparus en nous, de reconnaître qu'ils font partie de notre ego ou de notre conditionnement, et de notre inconscience, et de commencer, consciemment, à les éliminer de notre intérieur. Pour éliminer chacun des éléments psychologiques que nous avons découverts en nous-mêmes, nous devons faire appel à la force de l'amour qui réside dans notre propre conscience. Nous le faisons à travers une simple prière mentale, sincère et du fond du cœur. Divine Mère, élimine ce défaut de moi. Nous répétons cette demande pour chaque « moi », chaque défaut psychologique que nous avons identifié et compris. À mesure que nous méditons sur un défaut en particulier, en approfondissant notre compréhension de ses multiples expressions et racines, et que nous demandons sincèrement son élimination, ce défaut commence à perdre de sa force. Finalement, il meurt complètement, et lorsqu'il meurt, la vertu opposée à ce défaut naît en nous. Chaque fois que nous éliminons un défaut, nous récupérons une portion de notre conscience emprisonnée. Cette conscience libérée nous apporte une nouvelle force pour continuer, et plus de lumière intérieure pour nous aider à découvrir encore plus ce qui doit être transformé. Lorsqu'un de ces « moi » est décapité et désintégré, nous le ressentons. Un profond soulagement, une vague de joie, une légèreté intérieure, c'est le signe qu'un véritable changement est en train de se produire. Pour approfondir la compréhension d'un défaut,
nous pouvons nous poser des questions spécifiques et intentionnelles en lien avec ce comportement ou cette réaction particulière. Des questions comme: pourquoi ai-je ressenti, pensé ou agi de cette manière? Comment ce défaut a-t-il causé du tort aux autres et à moi-même? Quand ce schéma a-t-il commencé à apparaître dans ma vie? Nous poser ce type de questions introspectives nous aide à plonger sous la surface. Cela nous permet de disséquer le défaut, de découvrir des aspects plus subtils et de mieux comprendre comment il fonctionne en nous. Plus notre questionnement est sincère, plus nous découvrons, et plus nous avons de pouvoir pour éliminer cette manière négative d'être. Quelques observations à garder à l'esprit. Nous devons nous rappeler que, lorsque nous reconstruisons une scène, nous ne devons pas nous identifier aux circonstances de cette scène, mais plutôt la regarder de l'extérieur, comme un film. En aucun cas nous ne devons nous justifier ou fuir notre responsabilité, car cela nous empêcherait d'approfondir la compréhension et l'élimination. Rappelons-nous aussi que nous devons nous juger nous-mêmes, et non les autres. Et il est toujours important de se mettre à la place des autres. Un point très important est de répéter cette pratique chaque fois que nous en avons l'occasion. Avec discipline et patience, vous verrez de grands changements en vous-même. Quiconque est vraiment engagé dans la connaissance de soi, tout étudiant travaillant sérieusement sur lui-même, ne devrait pas se coucher sans avoir d'abord réfléchi aux événements de la journée. C'est pourquoi il est à la fois valable et nécessaire de prendre chaque jour un moment pour méditer. Revenir sur les situations que nous avons vécues, nous observer, et extraire les leçons que la vie nous a offertes. Car chaque jour apporte de nouvelles opportunités, une nouvelle sagesse, qui n'attend qu'à être révélée par la méditation. Et cela nous amène à la fin de la session d'aujourd'hui. Je vous invite chaleureusement à notre prochaine conférence, dans laquelle nous parlerons du fanatisme et de la mythomanie. 2 défauts psychologiques qui doivent être éliminés de l'intérieur, car ils peuvent devenir de sérieux obstacles sur le chemin du véritable progrès. À la prochaine fois. Continuez à travailler sur vous-même.